Aujourd'hui, nouvel épisode du Squat de la performance avec Seb, performance coach spécialisé dans le basketball. On va parler de coaching 101 très très pointu et de sportifs entrepreneurs dont tu devrais t'inspirer. Seb, bienvenue sur le podcast du Squat de la performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Salut, voilà, ouais, c'est moi. Donc, bon, on va faire très court parce que ça peut prendre à chaque fois beaucoup de temps ce parcours parce que je suis un vieux de la vieille maintenant quand même. Mais voilà, pour résumer, on va dire que ça fait à peu près 18 ans que je suis dans la préparation physique et dans le coaching. Et ma particularité, on va dire, c'est que j'ai connu aussi bien le coaching en club, centre de formation, équipe professionnelle que en coaching privé avec des joueurs, voilà, ou même en sélection nationale. Donc j'ai un petit peu goûté à tout. Et puis surtout, ça m'a permis d'exercer ma passion, parce que je dis jamais que c'est mon métier, mais ma passion à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien en Betclic Elite maintenant, ce qu'on appelle, c'était la Pro A à l'époque, mais aussi en Eurocup, en Euroleague et en NBA où j'ai passé 7 ans avec un joueur justement dans ce coaching privé où je l'accompagnais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc voilà un petit peu le parcours pour le résumer et pas prendre trop de temps et répondre à toutes les questions que tu vas me poser. Ouais, ben justement, on va enquiller un peu sur ce que tu nous as dit, sur ce coaching 101. J'aimerais que tu nous expliques un peu comment tu as commencé dans ce consulting-là, et puis que tu nous parles un peu de cette histoire aussi que tu as eue. J'imagine que tu parlais de Kevin au préalable. Ouais, ouais, ça a commencé avec Kevin en fait, voilà. C'est-à-dire que en 2010, on est en 2010 maintenant, donc tu vois, ça date maintenant. En fait, moi, j'avais des contacts avec les États-Unis. Et puis, en 2010, après le titre de champion de France avec Cholet, avec qui j'étais, voilà, j'ai décidé de partir aux États-Unis, un peu à l'aventure, en ayant quelques contacts, bien sûr, mais je ne savais pas où ça allait m'amener, en me disant que, de toute façon, s'il n'y a rien, je vais rentrer en France, et puis voilà. Et puis, en même temps, il y a eu Kevin Séraphin, que j'avais eu à Cholet pendant plusieurs années, qui lui est parti en NBA. Et il se trouve qu'il est arrivé en NBA blessé, avec un genou un peu en vrac, avec une prise de poids qui était assez importante, et puis aussi un problème dans le langage, dans la communication par rapport à l'anglais. Et en sachant que moi, j'étais aux États-Unis, en fait, il m'a tout simplement appelé, et puis il m'a dit, bah, écoute, Seb, moi, j'ai besoin d'un mec en plus, parce que je dois faire de l'extra work. Et voilà, tu es la personne à laquelle j'ai pensé. Je sais que en plus, tu es sur le territoire américain. Donc, est-ce que ça te dit? Donc, je dis, bah, bien sûr que ça me dit. Donc, on s'est retrouvés pour 2 petites semaines au départ à Washington. Et puis, ces 2 semaines-là sont transformées en 7 ans. Voilà, 7 ans avec lui, en vivant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et justement, en développant ce coaching privé, parce que déjà, moi, à l'époque, si tu veux, c'était très dur. Les préparateurs physiques n'avaient pas vraiment un vrai, ils n'avaient pas d'opportunité de job dans les clubs, hein. Alors, imaginez en plus d'être coach privé comme ça, c'était quelque chose de fou. Et puis, en fait, moi, je me suis emparé de ça. Et là-dessus, avec toutes les difficultés, tous les challenges qu'on a pu rencontrer au fur et à mesure de sa carrière, ça a développé des compétences qui m'ont permis ensuite d'ouvrir tout ça, tout ce champ, et d'aller beaucoup plus sur la performance. C'est pour ça que souvent, je ne dis pas que je fais de la prépa physique, mais plus de la performance, parce qu'on voit que c'est une multitude de choses qui font que l'athlète, en fait, va réussir à optimiser tout son potentiel, quoi. Ouais, génial, on va parler de tout ça bien évidemment. Mais justement, j'aime beaucoup l'idée que c'est lui qui t'ait contacté pour te dire, écoute Seb, j'ai besoin de faire de l'extra work. Pour quelle raison il a pris le téléphone pour te demander ça? Est-ce que ça a été une demande externe ou est-ce que c'est venu de lui-même? Non, ça a été une demande personnelle. Alors, il faut savoir, parce qu'on va certainement aussi parler de ma relation que je peux avoir avec les clubs, du coup, vu que je suis coach privé et tout ça, mais en fait, il faut savoir que moi, j'ai jamais démarché un joueur. Mhm. Ça va contre mon principe. Pourquoi ça va contre mon principe? Parce que je veux que ce soit le joueur qui vienne vers moi, parce qu'à partir du moment où il vient vers moi, c'est qu'il a une problématique et qu'il veut essayer de résoudre cette problématique-là. Et en ayant déjà connaissance de tout ça, il rentre dans un mindset qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment travailler et puis on va pas être dans la complainte de se dire j'ai forcé un peu le passage, tu vois, allez, prends-moi en tant que coach, vas-y, nanana. Mhm. Bon, il y a jamais de ça, puisque ce sont des demandes qui viennent du joueur.
Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Alors après, stratégiquement parlant, au niveau business, bah, peut-être que j'aurais plus intérêt à démarcher les joueurs. Mais je reste dans cette philosophie-là parce que je trouve que c'est celle qui permet d'aller plus vers justement cette performance-là, quoi. Je voudrais bien évidemment qu'on parle un peu de cette relation que tu as eue et que tu as encore avec les clubs, mais j'aimerais aussi qu'on parle de cette relation que tu as pu avoir parce que il me semble qu'avec Kevin, tu as eu une cohabitation, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est ça. On a vécu 7 ans ensemble, hein, de 2010 à 2017. Et en fait, parce que souvent, quand on parle de coaching privé, souvent les gens vont peut-être s'imaginer une séance par-ci, par-là. Ou alors, ils vont s'imaginer, tu sais, que je suis dans une structure et puis le joueur vient me voir de temps en temps, ou moi je vais voir le joueur, hein. Non, non, on va vraiment chercher quelque part j'aime pas sortir ça, mais les gens vont peut-être vont mieux le comprendre, mais un coaching premium. Ouais, C'est-à-dire que je suis complètement voué aux joueurs, c'est-à-dire que là, par exemple, en l'occurrence avec Kevin, on vivait ensemble dans la même maison, et donc je vivais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec lui, et je voyageais avec lui, vraiment, on partageait tout. Et ça, c'est très important parce que ça crée aussi un climat bien sûr, de confiance et du coup de travail, mais il y a aussi des problématiques qui se créent par rapport à ça. Donc, c'est là où après, j'ai réfléchi à des concepts et tout ça de coaching parce que, en fait, c'est du management humain aussi. mhm, Et en fait, je me suis aperçu qu'au bout de 3 4 ans, il peut y avoir une problématique dans le discours, souvent un épuisement du discours, en fait, où les deux personnes vont même anticiper un peu ce que l'un et l'autre va dire. ouais, Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la performance. Il faut vraiment, à chaque fois, on a ce goal-là ultime, la performance. Il n'y a que ça qui nous anime. Et à partir du moment où il peut y avoir un épuisement dans le discours, où l'un et l'autre anticipent tout ce qu'on va faire ou tout ce qu'on va dire, eh ben on n'y va plus dans cette performance-là. Donc, il faut créer des choses, il faut essayer d'imaginer des choses. Moi, par exemple, sur les 7 ans avec Kevin, on a vécu en commun en permanence. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a que la dernière année où ça s'est essoufflé. Voilà. ok. Ouais, mais malgré tout, c'est quand même une relation qui dure. C'est quand même pas rien. On parle de grosso modo la moitié, voire le tiers d'une carrière. Mais vu que tu étais avec lui et que tu nous as parlé un peu de cette prise en charge holistique, parce que tu n'es pas juste préparateur physique, mais aussi performance coach et sur tous ces aspects, quels sont un peu les aspects dans l'environnement de Kevin que tu as pu mettre en place pour ce sportif élite? Ouais, alors déjà, quand tu es un joueur NBA, parce que tout ça, ça rentre en jeu, donc il faut en parler, il n'y a jamais trop de problèmes budgétaires. Voilà, ça c'est une première chose, donc ce qui permet justement de créer un environnement de performance, par exemple de prendre un chef cuistot avec nous en permanence également. Donc moi j'étais en relation avec ce chef tout le temps. Pourquoi? Parce que donc le chef lui bien sûr cuisine tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut. Non, il cuisine, mais pas comme il veut forcément. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tu vas t'entraîner, tu sais, les pics hauts, où là, tu vas devoir avoir besoin de beaucoup plus de calories et tout ça. Tu as des jours où tu es blessé peut-être, où là, tu ne t'entraînes plus. Donc là, il faut diminuer tout ce qui est calories, il faut jouer un peu avec les macros, avec les glucides, les protéines, etc., etc. Donc tous les jours, en fait, j'avais un briefing avec ce chef où je disais, bah voilà, nous, il nous faut tant de calories, il nous faut au niveau protéines et glucides surtout, hein, c'est sur les deux-là qui sont importants, on va dire. Il nous faut tant de grammes, tant de calories et tout ça. Et puis lui, après, il faisait ce qu'il voulait pour que ça soit le plus excitant possible. Ouais, ouais, mais je trouve ça intéressant, hein, malgré tout, cette démarche-là de faire appel à quelqu'un qui t'enlève cette épine du pied et t'as pas à te poser la question. Tu peux être focus sur ton sport et tu sais que ça sera bien pris en charge par rapport aussi à l'individu que tu es, quoi. Ouais. Et en fait, c'est ça, hein, l'idée, c'est vraiment que le joueur, en fait, se concentre que sur le basket. Mm. Voilà, qu'il n'y ait pas de facteurs autres qui font que son focus va se détourner de son objectif purement sportif. Après, c'est pareil, on avait aussi un masseur avec nous qui venait de temps en temps lorsqu'on en avait besoin. Bon, après, il y a tout un staff qui se crée comme ça. Mais après, il y a aussi l'environnement qu'il faut qu'on gère, c'est-à-dire
l'environnement familial, etc. L'environnement des amis, entre guillemets, parce Mhm. qu'on sait que dans ce monde-là, eh ben, voilà, c'est jamais non plus très honnête l'amitié. Il y a toujours un peu d'intérêt de partout. Donc il faut aussi avoir un peu ce rôle de protéger l'athlète en permanence. Et en fait, la clé, c'est quoi? La clé, c'est tout simplement de se dire l'exigence du très très haut niveau, parce que là, on parle quand même de la NBA. Mhm. L'exigence du très très haut niveau est tellement importante qu'un joueur seul ne peut pas répondre quotidiennement à ces exigences-là. Et que c'est pour ça que quelque part, j'ai été pris avec Kevin et qu'on a continué l'aventure, parce qu'au départ, c'était une problématique, et puis après, on s'est rendu compte d'autre chose. C'est de se dire, bah là, il y a un gars, là, Seb, il est là pour moi, et il va gérer tout ce qu'il y a autour de moi pour que je réponde toujours à cette exigence. Parce que tu sais comment c'est un humain, même si tu es joueur NBA, toi, des fois, tu as envie de bouffer n'importe comment, des fois, tu as envie de ne pas trop dormir. Tiens, le sommeil, ça d'ailleurs, c'est quelque chose de très, très, très important. Mhm. Voilà, et ben là, tu as une personne qui est là et qui dit, eh, vas-y, on se remet dans le droit chemin. Voilà, donc c'est un peu ça, le Ouais, principe. il y a des choses un peu que tu as pu mettre en place justement sur sur ce pilier de la récupération qu'est le sommeil. Alors, quand j'étais en NBA, non, c'est un de mes gros regrets. Pourquoi? Parce que, alors quand je dis non, on travaillait bien sûr sur le sommeil, mais on n'avait pas toute cette technologie qu'on peut avoir maintenant, aussi précise que maintenant. Donc, bien sûr qu'on avait essayé des choses, des montres connectées et tout ça, mais je trouvais vraiment que la précision n'était pas très importante. Souvent, il y avait ça, souvent dans ces cas-là, c'était, bon, en tout cas à l'époque, quand je te parle, c'était nous qui fixions les objectifs, par exemple. Voilà, il faut dormir 8 heures, truc classique. Mais est-ce qu'il faut vraiment dormir 8 heures? Est-ce qu'il faut en dormir plus? Est-ce qu'il faut dormir moins? Mhm. Donc, on n'avait pas toutes ces données-là. Donc, forcément, moi, mon but, c'était aussi de dire, bon, OK, on n'a pas ces données-là. On sait qu'il peut y avoir des problèmes de sommeil parce qu'on va le voir aussi dans la réactivité du joueur. On va le voir dans le caractère du joueur, des fois, qui peut être changeant et tout ça. Bon, il y a plein de signaux qui font qu'on va peut-être s'intéresser à ça. Et puis, bah, observer un peu le mode de vie. Donc on s'arrêtait là, mais maintenant, tu vois, maintenant je suis avec Rodrigue Beaubois en Euroleague, par exemple. Moi, depuis 4 ans, je travaille avec, si on peut citer les marques, quoi. Mhm. Bien sûr. Ouais. Je travaille avec Whoop, voilà, donc c'est un bracelet pareil, connecté, hein. C'est un peu comme avec le Oura Ring. Mhm. Voilà. Et en fait, là, il y a un véritable suivi du sommeil du joueur et on essaye de comparer en fait le ratio entre le pourcentage de sommeil qui est effectué et le pourcentage de récupération qui est présent. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, plus on va avoir des feedbacks avec le joueur, plus le joueur peut prendre conscience. Parce que dire à quelqu'un, tu dors pas, oui, ok, je ne dors pas, ok, cool. Mais là, il y a des vrais chiffres en fait. Et on peut vraiment voir aussi le manque qu'il y a dans le sommeil. On peut constater, c'est arrivé très récemment par exemple, où on a constaté que Rodrigue, à l'heure actuelle, son objectif de performance sommeil, on va dire, c'est 70%. Et avec 70% de performance sommeil, il va réussir à avoir sa récupération qui va être up vers les 80%. Et quand il est vers les 80%, c'est assez marrant cette corrélation. Il y a des très bonnes statistiques sur le terrain. Donc ça, c'est Mhm. intéressant. Et par contre, on a constaté aussi que là, on peut avoir des semaines où il descend à 63% de sommeil. Et du coup, il y a cette problématique qui arrive qui dit je suis moins explosif, je suis moins réactif, je suis moins mes entraînements. Mais en fait, ce n'est pas forcément les entraînements, c'est ce sommeil-là qui a manqué en fait et qui ne permet pas au joueur de s'exprimer comme il veut. Ok, ouais, super intéressant ce que tu nous témoignes là. J'ai fait un épisode avec le docteur Pierre Broussin sur le sommeil. Donc pour ceux qui ont envie d'écouter plus précisément sur ces notions-là. Et justement, j'aimerais me faire un peu l'avocat du diable sur les relations que tu peux avoir avec les clubs. Parce que tu l'as dit toi-même que tu as connu un peu tout au niveau du basket, que ce soit en fédé, que ce soit en club, que ce soit en centre de formation et maintenant en coaching premium one-to-one. Quel est l'intérêt pour un joueur qui a déjà un staff dans son club de faire appel à tes services? Mis à part tout ce que tu nous as dit, bien évidemment, jusqu'à présent.
Ouais, bah souvent en fait, ce qui se passe, c'est que si un joueur vient vers moi, c'est que il n'est pas totalement satisfait de ce qui peut être fait pour lui dans le club. Bon, voilà. Donc après, bien sûr, il faut toujours prendre ça avec des pincettes parce que l'exactitude des choses, ça, des fois, c'est un peu plus compliqué, personnel et tout ça. Mais c'est surtout qu'ils rentrent dans un process, je pense. Et tout à l'heure, je te parlais de mindset. Ils rentrent vraiment dans un process, les joueurs en général, de je veux performer maintenant. Et je sais que pour performer, eh ben, ça ne s'arrête pas qu'au club, ça s'arrête, ça va jusqu'à l'après, en fait. Je ne sais plus qui disait ça, mais il y a quasiment 3 entraînements dans une journée. Si on ne fait pas 3 entraînements dans une journée, euh, eh ben, on n'est pas un joueur professionnel. C'est-à-dire, bien sûr, il y a l'entraînement basket, il y a aussi tout ce qui est la préparation physique, préparation du corps, global, voire mental. Et puis après, il y a tout ce qui est l'hygiène de vie Mm. qu'il faut prendre en considération. Et en fait, le bénéfice, quand tu me demandes d'un joueur qui vient vers moi, alors qu'il a déjà tout un staff, ben moi, c'est que je vais essayer de faire justement ce que le club ne peut pas faire pour différentes raisons. Et par exemple, le suivi du sommeil, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent gérer tout ça, en fait. Et puis après, c'est pareil, les joueurs veulent des choses beaucoup plus individualisées. On sait que quand tu es dans un club, pour l'avoir vécu, par exemple, quand tu as 12 ou 15 joueurs professionnels, même si on a tous à l'heure actuelle ce discours de dire on fait des choses personnalisées, individualisées, bon, on sait que c'est compliqué quand même, surtout lorsque tu n'es qu'un préparateur physique dans l'équipe. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, je pense que c'est toujours pareil, tu as cette relation humaine qui n'est pas la même lorsque tu es vraiment concentré que sur une personne ou lorsque tu es concentré sur un groupe. Mhm. Et puis, l'autre chose aussi, je pense qu'il y a ce climat de confiance qui fait que, vu que je suis quelqu'un externe au club, euh, j'ai pas de prise de décision sur le temps de jeu ou j'ai pas on va dire ça, j'ai pas de communication avec le coach direct qui Ouais. peut des fois biaiser la relation. Donc, tu vois, il y a différents facteurs qui font que c'est pour ça les bénéfices, en fait, c'est que les joueurs vont chercher quelque chose de beaucoup plus individualisé. Les joueurs veulent aller dans la performance et se rendre compte, surtout avec l'âge, que bah, ça dépend plus que du basket et de la préparation physique. Et puis, il y a un autre truc aussi, je pense, il y a deux autres choses, je pense, qui sont intéressantes à dire, c'est que, par exemple, moi, j'ai un joueur sur les 2 dernières années, il a eu 4 préparateurs physiques différents dans ces clubs, entre les transferts, entre Mm. le club qui change de préparateur physique et tout ça, et 4 préparateurs physiques avec des philosophies et des approches différentes. Mm, Ça, c'est une difficulté. Alors, c'est le quotidien des clubs, hein, c'est comme ça. Et alors, c'est pareil, il n'y a aucun jugement là-dedans, hein. On connaît tous les difficultés. Mais en tout cas, par rapport à ce joueur-là qui a eu cette situation-là, eh ben, le fait de m'avoir, moi, il y a eu une continuité malgré le fait qu'il y ait eu tous ces changements. Ok. J'aimerais déjà rebondir sur ce que tu as dit sur ben, les trois piliers du basket, de la partie préparation du corps et de la partie récupération, etc. Où en fait, on se rend compte que d'être sportif professionnel, ben, c'est 24 heures sur 24 et c'est pas seulement les temps de présence au club. Je trouve qu'il y a beaucoup de sportifs, même parfois à haut niveau, qui ont tendance à l'oublier. Ça, je trouve ça intéressant que tu nous parles de ça. Et Ils ont tendance effectivement, à l'oublier parce qu'ils ont des dispositions qui leur permettent de l'oublier. mm, Là, moi, en fait, les joueurs que j'ai, ils ont dépassé la trentaine. Et en fait, c'est ce qu'ils me disent. Avant, on ne comprenait pas l'intérêt d'avoir un coach privé quelque part. Parce que même si on se blessait, bon, ok, on est blessé, on fait les soins, on revient, puis dans une semaine, on a retrouvé notre niveau parce ils ont tellement une disposition qui est incroyable que ça passait. Mais là, en fait, avec l'âge aussi, ils se rendent compte que ah, bah, maintenant, j'ai besoin de beaucoup plus de temps. Mais le problème dans le haut niveau, c'est qu'on ne nous donne pas de temps. Il faut tout de suite réagir et tout ça. Donc, il y a toute cette réflexion autour de la performance qui s'installe et qui crée ce climat, quoi. ouais. Et est-ce que finalement, tu as quand même du lien avec les staffs de clubs? Et si oui, est-ce que tu as vu une différence avec le côté américain de la NBA et le côté européen des clubs en Euroleague? Ouais, alors, moi, la relation que j'ai eue avec toutes les clubs ou les franchises, euh, Washington Wizards, c'est là où on a passé 5 ans, incroyable. Porte ouverte, ils me donnaient accès à tout. Et on avait même des réunions avant la off-season où j'étais plus avec les kinés et le préparateur physique, en fait, où ils me disaient, voilà, nous, on sait que Kevin est avec toi, donc on veut
On veut que comment tu fasses ça, ça et ça avec lui, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton point de vue et tout ça? Et on arrivait à mixer. Donc, c'était un travail collectif, malgré le fait que je sois en externe, en privé, quoi. New York Knicks, il y a eu zéro contact avec la franchise des Knicks, catastrophique. Pourquoi? Parce que c'était pas la meilleure année qu'on ait eu avec Kevin. Pour différentes raisons, il n'était pas arrivé dans les meilleures dispositions. Donc je pense qu'il y avait déjà une méfiance. Tu sais comment c'est, tu as un Mhm. joueur qui dit j'ai un coach privé et tu arrives, tu n'es pas en forme. Bah, Mhm. c'est un peu complexe quand même à te croire. Évidemment. Donc voilà. Et puis New York Knicks, ça reste New York Knicks, c'est-à-dire bah, il faut protéger les joueurs de tout l'environnement parce que bah, c'est un gros marché avec beaucoup de tentations et tout ça autour des joueurs. Puis c'était Mhm. à l'époque où il y avait Phil Jackson, le coach de Michael Jordan. À l'époque, qui lui a une philosophie en plus de cercles, de trois cercles qui doivent, les spirits, l'esprit qui ne doit pas envahir la salle et tout ça. Parce que ça va même juste, je me rappelle tout le temps, une fois avec Kevin, on était allé dans la salle d'Enix s'entraîner un soir. Il n'y avait personne, hein, donc je gênais pas, quoi. Et il y a un mec qui est arrivé et qui a dit non, non, tu peux pas être là. Cet espace-là, l'esprit doit être l'équipe. Et toi, tu amènes un autre esprit dans cette équipe-là, dans ce local. Bon, voilà, ils étaient dans leur délire. Mais c'est pas si inintéressant que ça. Et puis les Indiana Pacers, bah, bon feeling. Et puis à la fin de l'année, première année où les choses commencent à s'installer, la confiance s'installe, parce il faut un certain temps pour avoir de la confiance. Bah, c'est là où il a été coupé, donc on a arrêté l'aventure ici. Et concernant l'Euroleague maintenant, donc principalement avec FS Pilsen, Istanbul, en fait, la grosse chance que j'ai, moi, c'est que j'avais fait du consulting pour Galatasaray à l'époque. Mhm. Et il faut savoir qu'il y a une forte connexion entre FS Pilsen et Galatasaray. Donc, ils me connaissaient un petit peu déjà avant. Après, les relations turques que je peux avoir avec des coachs turcs et tout ça, en favorisant 6 ce lien, comment on peut dire ça? Ouais, cette relation. Ouais, cette relation, le fait que j'arrive. Et c'est vrai que ça se passe super bien avec les fesses. Tu vois, là, je suis à Istanbul et j'assiste à tous les entraînements, par exemple. Je discute régulièrement avec le coach, avec le préparateur physique, avec le staff médical. Vraiment bien, tu vois. Moi, j'ai un exemple frappant avec Efes Pilsen, c'est que lorsqu'ils sont pour la deuxième fois champions d'Europe, je suis sur le terrain au moment de la célébration, je vais même dans les vestiaires et tout ça. Donc, tu vois, tu es vraiment intégré dans ce succès et tout ça. Et il y a un des coachs, je me rappellerai tout le temps parce que ça m'a marqué, parce que c'est un des coachs qui me parlait le moins. Un des assistants qui vient me voir pendant la célébration et il me dit merci Seb de nous remettre en question en permanence. C'est intéressant Et ça. j'ai trouvé ça génial en fait. Parce que je me suis dit, bah waouh, en fait, oui, je remets quelque part en question ce travail-là parce que je viens de l'extérieur, donc il manque quelque chose, tu vois. Donc j'arrive Mhm. et au final, les gars, ils regardent, ils se disent, bah ouais, bah ça, c'est vrai que peut-être qu'on doit progresser, peut-être qu'on doit faire ci, peut-être qu'on... Et en fait, je trouvais ça vraiment très, très beau de sa part, très, très classe en tout cas. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est relativement classe, c'est top. Et toi qui connais bien cet écosystème, est-ce que en France, c'est des choses qu'on retrouve dans le basket? Bah, je pense que c'est toujours pareil, c'est un peu plus compliqué. Parce que malgré tout, il y Euh, a quand même beaucoup de joueurs américains qui sont sur le sol français et qui ouais, ont cette ouais. culture-là. Ouais, bah, je sais que par exemple à Monaco et tout ça, il y a Mike James qui a son coach privé. Voilà, ça se développe énormément, surtout les joueurs américains justement qui ont cette culture-là, parce qu'aux États-Unis c'est très ancré, hein. C'est quelque chose de naturel quelque part que le joueur ait son propre Oui. entourage. En Europe, comme je te dis, j'ai que l'exemple à l'heure actuelle d'Istanbul et un peu du Zénith Saint-Pétersbourg où là il n'y a pas de problème non plus parce que c'est un petit monde, donc les gens me connaissent aussi, et du coup, ça favorise un peu le truc. C'est vrai que si tu n'as pas un background et tout ça, peut-être qu'il y Mhm. aura plus de méfiance. Et puis après, bah, ça vient avec la perf des joueurs aussi, hein. Si ton joueur il performe, il n'y aura jamais trop de problèmes. Si ton joueur ne performe pas, là, il peut y en avoir. Mais la grosse différence entre les États-Unis un peu et le continent européen, c'est que les Américains, ils vont être plus dans un mindset justement de performance et de se dire on est tous dans le même bateau et on veut tous que le joueur réussisse. Alors qu'en Europe,
je pense que ça va être, même si ça change un peu, mais c'est plus euh, on est vu comme un ennemi qui va un petit peu tout détruire ce que le club essaye de faire et tout ça. Alors, comme je t'ai expliqué, pour moi, le club est prioritaire, par exemple. C'est eux les boss. Et moi, je m'adapte et aux joueurs et au club. Donc, c'est un peu ce changement de mindset qu'il peut avoir, mais je pense que ça va changer. Dans les prochaines années, de toute façon, les joueurs font de plus en plus, se créent de plus en plus un staff. Comme je disais, les joueurs sont de plus en plus amenés à changer, à être transférés et tout ça, et ils veulent aussi avoir une continuité et une sécurité dans leurs entraînements. Donc, je pense que petit à petit, ça va se développer. Ouais, non, mais c'est aussi pour ça que je voulais qu'on discute de tout ça avec toi, parce qu'effectivement, on est sur des joueurs qui gagnent bien leur vie et qui ont les moyens de faire ce genre de choses. Mais malgré tout, ça permet de se dire, de se questionner pour ceux qui aspirent à ce type de niveau, voire des niveaux moindres ou tout simplement performer à son humble niveau, mais de se dire, OK, je vais peut-être pas pouvoir avoir de cuisinier, de chef cuistot chez moi, mais par contre, ben, je peux investir avec une nutritionniste et pouvoir m'éduquer un peu sur la question. Je vais pouvoir faire appel à un préparateur physique. Je vais pouvoir aussi faire appel à un masseur, alors peut-être moins fréquemment, etc. Mais toutes ces choses-là, malgré tout, sont accessibles dans une moindre mesure à tous et bien évidemment en fonction de chacun et de ses bourses. Ouais, et le joueur doit créer son environnement. Mhm. C'est hyper important, ça. On n'en parle pas assez. L'environnement est très important sur tous les points. Comme tu disais, l'environnement de la performance, l'environnement familial, l'environnement de là aussi où même tu habites, le choix de l'appartement. Il y a tout un environnement qu'il faut créer qui va que vers le haut. Ça, c'est très Mhm. important, ça. Mhm. Ouais, ouais. Carrément. Et je voulais te demander, d'un point de vue rémunération, est-ce que c'est un investissement pur du joueur? Est-ce qu'il y a une participation de son agent? Est-ce qu'il y a une participation des clubs? Est-ce que ça dépend en fonction des contrats que tu as avec différents joueurs? Et puis toi aussi qui connais l'écosystème par rapport à d'autres coachs, est-ce qu'il y a des fonctionnements qui peuvent être différents? À l'heure actuelle, c'est pur. C'est-à-dire que c'est le joueur qui prend tout en charge le concernant. Donc, comme tu disais aussi, bah, il faut un certain niveau de performance puisque bah, ça va avec le budget du joueur, bien sûr. Mhm. Après, je sais aussi que les grosses structures d'agents maintenant proposent de plus en plus des services comme ça, en fait, de coach privé. Je sais qu'aux États-Unis, c'est très développé, ça, où en fait l'agence d'agents, voilà, a ses propres coachs privés, préparateurs physiques et tout ça, et ils peuvent intervenir directement avec les joueurs. Et dans ce cas-là, c'est l'agence qui prend en compte, qui prend en charge cette intervention-là. Euh, Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, puisque de toute façon, il faut, comme je dis, si on a ce mindset de se dire il faut que le joueur ait les meilleures conditions possibles, Mhm. bah, il faut lui donner les armes, en fait, tout simplement, pour qu'il puisse s'épanouir et qu'il puisse goûter à tout ça et avancer, quoi. Les fidèles auditeurs du Squad de la Performance savent que je me renseigne beaucoup sur mes invités. Et chez toi, il y a quelque chose qui m'a bien marqué, c'est cette notion de joueur entrepreneur. Tu dis que les joueurs américains sont de réels businessmen qui savent gérer leur image, les médias, les négociations et puis les rapports avec les agents, comme on vient d'en parler. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui manque cruellement en France et comment on pourrait éventuellement renverser la tendance? Ouais, moi, je pense que c'est quelque chose qui manque cruellement aux jeunes à l'heure actuelle en France, parce que euh, là-bas aux États-Unis, dès leur plus jeune âge, en fait, ils sont habitués à jouer devant une foule, déjà. Une foule de 20 000 personnes, 15 000, je ne sais pas. Ils sont habitués à avoir des conférences presse. Ils sont habitués à plein de choses, en fait. Ils sont, dès le plus jeune âge, habitués à devenir des professionnels, mais pas des professionnels, pas que des professionnels du basketball, des professionnels dans leur métier, dans le fait qu'ils sont, oui, qu'ils deviennent leurs propres entrepreneurs, quelque part, des Mm. entrepreneurs de leur sport, de leur basket, du basket, parce que le sport, c'est un business. Le sport est un business. Je sais que des fois, ça fait un peu grincer les dents encore en France quand on dit ça, parce qu'il y a tout de suite cette notion d'argent et l'argent est mal vu.
mais c'est l'un des plus gros business qui existe au monde. Mhm. Et en fait, la problématique qu'on peut avoir des fois, je pense, c'est qu'on n'est pas prêt. Quand on a dans notre championnat français en espoir, par exemple, et puis que tu es drafté et que là, tu rentres dans un monde ultra businessman, je pense que l'une des grosses différences, elle se fait là. Alors, bien sûr, le joueur va être protégé et tout ça. Il n'est pas livré à lui-même, bien sûr, mais je pense qu'il faudrait qu'on donne beaucoup plus d'armes aux joueurs pour qu'ils comprennent vraiment très rapidement, même quand je dis très rapidement, c'est dès l'âge de 15 ans, un truc comme ça, Mhm. de se dire, c'est pas que du sport. C'est vraiment un business. Il faut que tu deviennes un entrepreneur de ton sport. Il faut que tu travailles sur toi. Il faut que tu travailles sur ton image. Il faut que tu travailles sur beaucoup de choses qui englobent tout ce business-là. Ouais. Ok, parfait. Et tu as parlé tout à l'heure de la notion de management que visiblement tu as eu l'occasion de le pratiquer en club, notamment en Turquie. Tout à l'heure, tu en parlais. J'aimerais que tu nous parles un peu de cette expérience-là. En fait, quand j'étais consultant, c'était en fait le coach de Galatasaray, Arman Kunter, avec qui j'étais à Cholet Basket, m'avait fait venir à Galatasaray pour que je puisse un peu former les préparateurs physiques du club et que je D'accord? puisse faire des profils en fait sur chaque joueur pour lancer la saison. D'accord. Ok. Et concrètement, comment ça s'articulait avec le club? Bah écoute, c'était parfait parce que tu sais, quand c'est comme ça, tu arrives et puis tu es un peu présenté comme le gars qui va arriver, qui va tout révolutionner. Mais non, non, c'est surtout pas ça. Non, mais après, c'est toujours pareil, c'est cette volonté de progresser, cette volonté de toujours se remettre en question, cette volonté de voir autre chose. Ça, c'est tellement important. Moi, je trouve que ça, c'est une qualité qu'il faut qu'on garde le plus possible, de toujours être curieux, d'aller voir ce qui se passe à droite, à gauche. Après, tu as ton jugement. Tu vas prendre, tu vas pas prendre, tu vas aimer, tu vas pas aimer. Moi, il y a un truc que j'ai kiffé, ça, c'est un peu une parenthèse, mais l'année dernière, en fait, pour les journées de la préparation physique à l'INSEP, Mhm. alors j'ai mon ami Julien Colombo, s'il écoute, qui m'a souvent lancé l'invitation de venir et de discuter et tout ça. Et j'ai jamais pu parce que ça tombait sur des dates que je pouvais pas. Mais l'année dernière, j'y suis allé, mais j'ai dit, voilà, j'y vais, mais je veux écouter mes collègues. J'ai envie d'écouter d'autres visions, j'ai envie de réentendre certains mots, peut-être, tu vois, parce que ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien de ne pas se sentir seul. Parce que quand tu es coach privé, on peut l'oublier, ce truc-là. Mhm. Quand tu es un peu coach privé, bah, tu es privé. C'est toi, c'est ton business. Voilà. Tu travailles plus en équipe, quelque part. Où tu travailles, la seule équipe que tu as, c'est ton joueur. Mais Ouais. du coup, tu as la même philosophie, le même discours et tout ça. Mhm, mhm. Donc, d'aller voir d'autres discours, d'échanger, de se remettre en question, ça, c'est quelque chose qui est très important. Tu vois, moi, ça fait 18 ans que je suis dans le métier et j'ai toujours cette soif d'apprendre. Et en plus, c'est génial parce que toute cette nouvelle génération que vous représentez très bien à l'heure actuelle, bah, vous avez plein de nouvelles compétences que moi, j'avais peut-être pas à mon époque, hein, parce que les choses, bah, la préparation physique, Évoluer. ça avance, tout ça. Mhm. Et il y a beaucoup de choses très intéressantes. Puis avec mon expérience, il y a d'autres choses où je me dis, ah, bon, ça, ils vont peut-être abandonner rapidement. Mais on verra comment ça se passe. Donc voilà, mais donc avec le club, c'était ça en fait. C'était une volonté du coach déjà. Donc Ouais. quand c'est une volonté du coach, bah, les choses se font assez tranquillement. Et puis après, le général manager et tout ça m'avait très bien accueilli. Et puis moi, j'avais discuté avec le prépa. Il y avait deux préparateurs physiques, avec les préparateurs physiques. Et voilà, et l'idée, en fait, c'est toujours tout de suite d'installer un climat de confiance, de dire, c'est pas, je suis pas là parce qu'il y a un souci. Je suis là parce que je viens d'une culture américaine. Je venais juste des États-Unis. Mhm. Euh, vous avez plus une culture, une vision de ce qui se passe en Turquie. Et on va essayer d'apporter une expérience qui va pouvoir vous apporter des choses, valoriser. Surtout que vous devez gérer des joueurs américains. Donc, c'est peut-être aussi comprendre un peu plus le processus d'un Américain qui arrive parce que c'est pareil, c'est pas simple hein, pour un Américain des fois de débarquer overseas, Ouais. comme on dit, en Mhm. Europe. Alors là, ça va, c'est Istanbul, c'est une très grande ville, donc généralement, ils sont pas trop dépaysés quand même. Mais ça reste des très grandes salles. Mais tu vois, la salle des fesses, elle est à 16 000 capacités, tout ça, donc c'est assez commun. Mais c'est vrai que si tu arrives, par exemple, dans une petite ville, je me suis toujours posé cette question, mais tu es un Américain qui a connu un peu la folie américaine et tout ça, et puis là, tu arrives dans une petite ville de 25 000 habitants, je sais pas quoi, dans une petite salle de 5 000 places, Ouais. il va y avoir quand même un choc.
au départ. C'est humain, en tout cas, je me dis. Puis comment ça peut influencer sur la motivation du joueur. Ouais, Donc, tu vois, quand on ouais, parle je de tout comprends. l'environnement, il y a beaucoup de choses qu'il faut essayer de penser. Comment intégrer les joueurs aussi dans une nouvelle culture, dans un club. Donc, tout ça, c'est intéressant à creuser, quoi. Ouais, je trouve assez intéressant ce dont tu parles, c'est-à-dire que en tant que staff, tu te poses la question de quel est l'environnement, quelle est la culture, quelles sont les croyances de mon joueur, parce qu'effectivement, ça va te donner beaucoup d'informations. Et si tu calques tes propres croyances, ta propre culture aux joueurs, bah, tu n'auras pas les mêmes résultats que si tu t'es véritablement intéressé à tout ça par toi-même. Et donc, effectivement, j'imagine que ton apport à Galatasaray, c'était aussi de leur ouvrir les yeux, si je puis dire, sur tous ces aspects-là. C'était ça, ouais. C'était grosso modo, c'était ça. Et puis, de toute façon, il faut toujours s'adapter. Tu sais, notre profession, elle est là, puisque notre profession, c'est l'humain. Donc, il faut toujours s'adapter, puisque l'humain, chaque être humain est différent, avec une culture différente et tout ça. Donc, il faut avoir cette capacité-là d'adaptabilité, oula, Mhm. qui est très important. Après, bah, tu vois, dans le statut, je pense que quand on est préparateur physique ou kiné, ostéo, dans ce staff-là, ça peut aussi peut-être être plus facile de nous aller chercher ces informations-là, peut-être que le coach, ou le coach, lui, il a un certain statut. Alors, je me trompe peut-être, hein, après, puis chacun fonctionne comme il veut. Mais c'est vrai que souvent, le coach, voilà, on va être là et puis il va essayer justement que le groupe le suive, lui, et sa vision et sa philosophie d'entraînement et tout ça. Et puis bah, après, je trouve que le rôle du staff, justement, si on peut apporter des choses et si on peut aider justement que les gens se sentent bien, parce que si les gens ne se sentent pas bien quelque part ou dans un fonctionnement, de toute façon, il y aura une contre-performance. Tu vois, quand on parle de performance, de contre-performance, il faut prendre en considération tous ces éléments-là, mais sans que ça devienne des excuses. Mhm. Parce que le deal final, c'est voilà, c'est des joueurs professionnels qui doivent être prêts le jour du match. Mais ça n'empêche pas que on peut essayer de prendre en considération ces choses. Moi, je sais qu'une fois, par exemple, j'ai connu un joueur euh, qui faisait beaucoup de contre-performances. Donc, bien sûr, la prépa physique, il n'est pas in shape. Bah, si, il est in shape. Bah, il est bête, il ne comprend pas le basket. Bah non, c'est un mec qui a déjà prouvé qu'il était bon. Et en fait, tu t'apercevais que c'était pas lui forcément la problématique, mais c'était que sa femme et ses enfants n'arrivaient pas à s'intégrer dans la ville où il était. Et du coup, au quotidien, bah, lui, ça le pénalisait et Mhm. ça lui mettait une forme de pression qui avait un lien direct avec la performance sur le terrain. Tu vois, donc il faut vraiment aller très très loin, je pense, quand on veut que les joueurs performent et qu'on comprenne tout ce qui se passe. Mais j'insiste bien, il ne faut pas que ce soit des excuses. Parce que comme je t'ai dit, Mhm. on aura tous ces problèmes. Et quoi qu'il arrive, malgré ces problèmes-là, il faut réussir à performer. Ouais. Ouais, mais c'est bien que tu parles de tout ça parce que c'est vrai que c'est des choses parfois qu'on entend que voilà, les familles ne s'adaptent pas à l'environnement et que du coup, ben, il y a une contre-performance. Comme tu dis, ça ne doit pas tout excuser, mais en tout cas, ça permet de comprendre certaines choses. Et puis, bien évidemment, on passe le bonjour à Julien Colombo, que j'ai reçu également sur le podcast il y a quelques temps, juste avant qu'il soit sacré champion d'Europe cet été. Donc on lui passe le bonjour et puis on lui enverra bien évidemment l'épisode. Seb, merci pour tout. Je vais te poser ma dernière question, ma question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Oh, euh, ça peut être, c'est quoi forcément préparateur physique? Ça peut être n'importe qui du monde de professionnels de santé ou du sport, voire même un athlète. Ok. Bon, écoute, moi, je suis souvent en relation, je discute avec beaucoup de préparateurs physiques. Il y en a bien sûr beaucoup qui sont très intéressants dans leurs approches, notamment, je pense à Samuel Breton, par exemple, qui a beaucoup de choses à dire, et justement, dans tout ce cercle, cet environnement de performance, on a des grandes discussions. Donc, je pense que ça pourrait être très, très intéressant pour lui. Et puis, bah, après, ce qui serait génial, c'est que tu arrives à choper Rodrigue Beaubois. Ouais, bah avec plaisir, Mais, carrément. mais on sait tous que c'est pas là où il s'épanouit le plus. Donc, il aura beaucoup de mal, à mon avis, à l'avoir.
Mais voilà, ouais, ces gens-là, en tout cas, il y a beaucoup de gens intéressants, donc c'est compliqué ta question, mais Ouais, ouais, tu ouais, non, mais c'est top. Et effectivement, c'est vrai que j'aimerais pouvoir discuter davantage avec des sportifs qui ont mis en place des choses. Donc, ça serait cool. En tout cas, je te remercie. Je te laisse le mot de la fin. Bah déjà, merci de l'invitation parce que ce format de podcast et tout ça, c'est génial parce que ça permet de s'exprimer, de parler et dans un climat qui est vraiment très cool. Et à partir du moment où on s'exprime, bah, c'est que les gens veulent nous entendre aussi. Donc, c'est très important ça. Et puis, bah, j'espère que tu auras encore plein de podcasts qui vont arriver parce que c'est super enrichissant. Et moi, j'apprécie énormément tout ce qui se fait. Comme je te disais, j'aime beaucoup toute cette nouvelle génération que vous êtes, Mhm. dans tout le cercle de la performance, c'est-à-dire préparateur physique, kiné, ostéo et tout ça, parce que vous avez beaucoup de moyens qui vous permettent de vous exprimer, de Mhm. partager vos idées avec les réseaux sociaux, avec les podcasts, avec tout ça. C'est vrai. Vous avez beaucoup de compétences aussi. Donc c'est bien. Et moi, tout ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez vous exprimer le plus librement possible et efficacement possible. Trop cool. Merci beaucoup, Seb. Et puis à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout, n'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Si tu as aimé notre conversation, n'oublie pas de mettre un 5 étoiles et un commentaire qui permettra un meilleur référencement du podcast. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18 h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!